Voyage en récit. Claire Lefort. Et Geoffroy Scrive. Eh bien Claire Lefort, merci. Vous avez eu l'opportunité d'aller par 2 fois donc, au Cameroun, en 2017-2018, et puis là plus récemment, donc en cumulé ça fait quand même une présence de 2 ans et demi donc, dans ce pays. Et qu'est-ce que vous avez pu étudier là-bas dans le cadre de vos recherches, de votre travail à l'IRD? Eh bien, vous avez étudié les mouvements migratoires liés à la guerre en République centrafricaine, donc dans les années 2013-2014, les mouvements donc, de population de centrafricains étant venus donc, se réfugier au Cameroun. Et vous avez étudié donc la manière dont l'État camerounais a pu, ou a tardé, je ne sais pas, vous le préciserez, récupérer, traiter ces réfugiés qui étaient pris en charge dans leur déplacement par certaines ONG qui s'occupaient d'eux, mettant en place des soins, des programmes scolaires, des programmes d'accueil tout simplement. Et en axant aussi la question, si je ne m'abuse, à la lecture des articles que vous avez pu produire sur la manière dont l'État camerounais pouvait récupérer cela en ayant comme optique peut-être de s'implanter dans des zones frontalières où il avait peut-être de la peine à pénétrer, peut-être par non-volonté au départ, peut-être parce que les populations qui étaient dans cette région-là au départ n'intéressaient peut-être pas l'État central. Voilà, ce sont les questions sur lesquelles j'aimerais pouvoir revenir aujourd'hui, parce que malheureusement, je crois que c'est un sujet qui est très peu abordé, il me semble, dans les médias aujourd'hui en France, quasiment inconnu. Qui sait exactement aujourd'hui en France ce qui se passe dans cette zone-là? Alors première question, vous qui revenez donc de cette zone, de cette région, quels souvenirs personnels déjà en gardez-vous au niveau de la géographie et au niveau des populations rencontrées? Quels souvenirs? Beaucoup de souvenirs. Alors, moi, je connaissais très peu les terrains africains avant d'arriver dans ce département de la KDI, donc fin 2017. Et donc, j'ai travaillé là-bas dans le cadre de mes recherches pour une organisation internationale d'aide aux réfugiés centrafricains dans le chef-lieu de département qui est la ville de Batouri. Déjà, c'est une expérience de décentrement, dans le sens où vous arrivez dans un continent, dans un pays qui ne sont pas les vôtres. Je pense peut-être un des premiers plus grands décentrements auxquels j'ai été confrontée, c'est le fait que pour la première fois, j'étais vraiment l'étrangère. Dans le sens où les autres terrains où j'avais pu travailler, physiquement, pour le dire de façon un peu directe, je peux passer pour une locale, que ça soit en Colombie, que ça soit en Irak ou en Jordanie. Je suis pas blonde aux yeux bleus, donc dans la rue, si on m'adresse pas la parole, on peut penser que bon, je me fonds dans la masse. Là, pas vraiment. Là, j'étais vraiment l'étrangère et c'est vrai que c'était une expérience qui était nouvelle pour moi parce que j'y étais pas forcément habituée et c'est très fort. C'est très très fort et ça prédispose tous vos rapports sociaux, qu'ils soient professionnels, amicaux ou juste quand vous allez faire vos courses, c'est tout de suite pas du tout la même chose en fait. Donc je pense que c'est d'abord cette expérience-là de l'altérité directe et immédiate. Et puis après, ça a été des expériences très diverses, avec des personnes très diverses aussi. Ouais. Et je pense que j'ai énormément appris des populations centrafricaines avec qui j'ai travaillé. Cela suppose-t-il peut-être une certaine humilité au départ pour essayer de comprendre l'autre et se faire accepter aussi de lui, du point de vue de simple regard? Je pense que ça, c'est dans toute relation humaine qu'il faut faire preuve d'humilité. Ça, c'est évident. Et sur un terrain étranger, peut-être oui, encore plus qu'ailleurs, dans le sens où vous êtes dans une culture et une société qui ne sont pas les vôtres, donc dans laquelle forcément vous allez commettre des impairs, dans laquelle de toute façon il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre. Et donc, mais ça, c'est l'expérience même de l'anthropologie, faire cette expérience de l'altérité en permanence. Justement, vous, dans l'article, vous précisez par exemple que vous faites des études sur le terrain, je cite, ces descentes sur le terrain sont essentielles parce qu'elles nous permettent d'aller voir directement la façon dont les projets prévus par le gouvernement s'incarnent et prennent forme, en prenant le temps d'aller voir les gens et de parler avec eux, plutôt que de les convoquer collectivement pour des réunions une fois l'an. On prend mieux la mesure des défis ou des difficultés auxquels ils sont confrontés et on peut mieux les faire remonter au niveau de la délégation de département ou de région et ensuite du ministère lui-même. Alors justement, on imagine des rencontres que vous avez choisi de placer sur le terrain et dans un temps long pour vraiment à la fois vous-même comprendre les problématiques locales et en même temps vous faire accepter d'eux. C'était plus facile par le temps que vous passez avec eux, de pouvoir poser vos questions, de pouvoir les étudier, c'est cela ?
Alors déjà, la première chose, c'est que le passage que vous venez de citer, c'est pas moi qui parle. Non? C'est un représentant du ministère de l'Éducation dans la zone de Batouri. Donc ce qu'il dit est très particulier. C'est un acteur Oui. étatique qui parle de son rapport aux politiques éducatives et aux acteurs éducatifs dans la zone. Donc déjà, c'est... Mais j'avais Voilà. l'impression qu'à travers ces mots, je retrouvais un petit peu de vous. C'est-à-dire, en ayant passé, c'est vrai, des périodes assez longues, je me dis, il faut forcément consacrer un temps certain pour bien comprendre les enjeux. Oui, alors, à ceci près que moi, je suis pas là pour aller faire un rapport au ministère derrière, ce qui Oui, est oui. l'objectif de cet acteur-là. Ensuite, je pense que, oui, en anthropologie, de manière générale, le temps passé, c'est la fréquentation de temps long qui permet peu à peu de commencer à comprendre certaines choses. Après, on part pas bille en tête en disant on va étudier des gens, ou déjà parce que dire je pars à tel endroit pour étudier des gens, ça veut dire que tout de suite vous vous placez dans une position de supériorité vis-à-vis de c'est le chercheur vis-à-vis de ces sujets. Et ça, c'est tout de suite, ça met un biais en fait qui rend la recherche impossible. Ça, c'est évident. Donc, c'est au contraire ce que vous disiez au départ, une question d'humilité, de suspension de beaucoup de choses. De suspension des hypothèses de recherche qu'on a. Oui. Parce qu'on part toujours sur le terrain en disant « Ah, je pense, par exemple, de façon très concrète, là, quand je suis arrivée à Batouri, les premiers mois, je connaissais pas du tout le terrain camerounais. Et je pense que je plaçais même pas la Centrafrique sur une carte ou à peine. Et pourtant, j'ai fait des études de géographie. Mais je connaissais rien à l'Afrique. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique ? C'est comme si vous disiez, j'étudie l'Europe, entre l'Espagne et la Lituanie, il y a quand même un gouffre. C'est tellement vaste. Donc voilà, j'avais juste passé quelques semaines au Bénin, je connaissais pas le continent africain. Et donc je suis arrivée, j'ai passé quelques mois à Batouri. Et oui, des hypothèses de recherche ont commencé à émerger de cette fréquentation du terrain. Et j'étais plutôt sur une question rapport, comment les humanitaires, l'action de l'aide d'urgence serait venue en fait chasser des acteurs de développement. Et puis en fait, il se trouve que pas du tout. Moi, j'étais toute contente d'avoir mes hypothèses de recherche. Et puis au fil des mois, je me suis rendu compte que c'était idiot comme hypothèse. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'acteurs de développement dans la zone. Donc il n'y a pas eu d'aide de développement. Et les réfugiés ne sont pas venus créer un basculement de l'aide internationale qui serait passé du développement à l'humanitaire. Donc c'est pour vous donner un exemple, le principe même du terrain. Quand vous décidez de le faire à la manière des anthropologues, le terrain ethnographique, comme on l'appelle, vous arrivez avec ce que vous êtes, avec plein de présupposés par rapport à la façon dont les gens vivent, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que les acteurs font, que ce soit les acteurs sociaux, politiques, religieux, peu importe. Et puis en fait, d'abord vous prenez une série de claques. Là vous vous dites bon, peut-être pas. Et donc face à tout ça, soit vous vous braquez, vous quittez votre terrain et vous dites que bon, ça c'est pas pour moi et je travaille sur autre chose. Soit vous décidez d'attendre, de suspendre le jugement. Et puis, c'est cette fréquentation de temps long où en fait vous ne comprenez rien, mais vous êtes là, vous attendez, vous observez, vous posez des questions. Et puis peu à peu, c'est peut-être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, que vous allez avoir l'élément qui vous permettra de comprendre une discussion que vous aviez eue dans vos premières semaines de terrain. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans l'expérience anthropologique, c'est que si vous êtes pressé, vous n'arriverez jamais à rien. Donc oui, c'est d'abord une expérience d'humilité, de dire je ne comprends rien, et de toute façon, même à la fin, il y aura très peu de choses que j'aurai comprises par rapport à tout ce que j'aurais pas compris. Et c'est d'accepter, du coup, d'être dans cette position d'apprenant. C'est-à-dire, vous n'allez pas sur le terrain pour étudier d'autres personnes, ce qu'on disait tout à l'heure, mais au contraire, c'est vous qui allez apprendre, en fait. C'est à vous qu'on va apprendre. Et c'est de tout ça, de cette co-construction en fait, de ce travail d'apprentissage que vous décidez, cette stature aussi d'apprenant dans laquelle vous décidez de vous placer, que derrière peut naître éventuellement ce travail de réflexion anthropologique. Alors quand vous arrivez, comment vous faites-vous admettre ou comment comprennent votre travail ceux auxquels vous êtes confrontés, c'est-à-dire ça peut être des réfugiés, ça peut être des Camerounais qui vivent là, ça peut être aussi des ONG. Comment vous voit-il arriver? Avec quel œil vous observe-t-il? Alors, pour le dire de façon très crue, je suis d'abord la blanche. Et dans ce contexte-là, il y a peu d'Occidentaux qui arrivent dans la zone, à la frontière avec la Centrafrique, parce que c'est une zone qui est peu fréquentée par les touristes. Donc, les rares Occidentaux qu'il peut y avoir dans la zone travaillent pour les Nations Unies ou pour les ONG internationales. Donc spontanément, en étant une femme occidentale, je suis rattachée au secteur de l'aide internationale. Donc, ça veut dire qu'il y a tout de suite un rapport éventuellement, l'ONG ou les Nations Unies vont peut-être mettre en place des projets, elle est peut-être responsable de projets, et donc j'ai peut-être quelque chose à retirer d'eux. Donc, si je viens, c'est pour venir expliquer le fait que j'ai tant d'enfants à charge, j'arrive pas à les scolariser, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un écueil qui est difficile. Parce que, forcément, lorsque vous êtes dans cette relation-là,
Vous pouvez pas prendre le temps de vous asseoir, discuter avec les gens et puis leur expliquer que bon, non, là aujourd'hui je suis pas là pour faire une enquête de ménage, savoir quels sont vos revenus et dans quelle mesure on peut vous aider à scolariser vos enfants. Et dépasser ce stade-là, ça demande énormément de temps en fait. Et je pense pas qu'on dépasse complètement d'ailleurs à un moment ou à un autre. C'est quelque chose qui peut être fait lorsque, de façon très concrète, quand je travaille dans la zone de Batouri, lorsque vous allez 3-4 jours par semaine pendant un an dans ces villages-là, chaque semaine, chaque jour, peu à peu, votre tête commence à être connue. Et puis, du coup, peu à peu, vous nouez des liens, des relations interpersonnelles, amicales, avec certaines personnes qui vont vous aider, en fait, à être des relais pour pouvoir vous présenter, vous amener à peut-être discuter avec, mettons, des mamans réfugiées de Centrafrique, pour prendre un exemple très concret. Et donc, ce sont ces relais-là qui vont pouvoir, en fait, expliquer à ces femmes-là que, bon, Claire, qui est ici présente, ne vient pas travailler pour une ONG, ne vient pas pour, mais voilà, elle s'intéresse à la situation des réfugiés ici, elle voudrait discuter avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Et donc voilà, mais vous ne pouvez pas arriver au-delà des obstacles linguistiques ou culturels de base en disant je vais poser des questions, on va me répondre et c'est bon, je peux repartir. Et ça, c'est vraiment, et c'est un des points essentiels dans la pratique du terrain tel qu'on l'appelle et tel qu'on le fait en anthropologie, c'est de prendre le temps. Oui. Et c'est dans ce temps, en fait, que vont se nouer des choses, peu à peu, qui vont vous permettre d'avoir des entretiens, des discussions extrêmement passionnantes. Mais ces discussions, ces entretiens, je les ai eus dans le dernier mois de mon terrain, en 2018. Donc ça faisait presque un an, en fait, que j'étais sur place. Donc c'est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça. Alors revenons à cet article, vous l'intitulez de cette manière, donc, je vais dire le titre et le résumé, mais « Aide internationale, production de services publics et souveraineté étatique ». L'exemple des réfugiés centrafricains dans l'Est Cameroun. En 2013-2014, l'afflux de réfugiés centrafricains au Cameroun provoque la mise en place de nombreux projets d'aide d'urgence à destination des populations déplacées. Au niveau local, par les formes concrètes et empiriques qu'elles revêtent, ces interventions humanitaires participent d'une transformation de l'espace public et de la production de services sociaux. Mais ces derniers, par les récupérations dont ils peuvent faire l'objet de la part des services étatiques, permettent également de réfléchir aux dynamiques sociopolitiques et de gouvernance camerounaise dans un contexte de délitement de l'action publique et de gestion centralisée et inégale des ressources du pays. Donc délitement de l'action publique, gestion centralisée et inégale des ressources du pays. Voilà, vous imaginant sur le terrain faire des constats, des observations, des discussions avec des réfugiés, des discussions avec des élus locaux. Vous observez donc des inégalités, parfois des difficultés, des choses qui sont mises en place par les ONG. Mais on vous imagine toute seule. Y a-t-il beaucoup de recherches et d'études sur ce genre de sujet? Et deuxième question qui est liée, vous-même, quel espoir, quelle espérance avez-vous justement? Quel fruit espérez-vous de ces travaux? Est-ce que c'est juste une recherche universitaire parce qu'on vous a demandé un jour ou l'autre d'en faire une et que ça vous intéresse un minimum? Ou est-ce que derrière, il y a quelque chose qui vous habite pour aller les rencontrer, pour comprendre et essayer d'améliorer peut-être aussi la situation quelque part? Ou en tout cas notre compréhension en Europe? Bon, déjà, la lecture de ce résumé, il est horrible. Il y a énormément de gros concepts qui arrivent, on comprend rien. Enfin, non, ça, il faut bien comprendre que cet article-là, c'est un article universitaire qui, du coup, oui, manie un certain jargon, parce que les universitaires dans leur recherche peuvent être jargonneux. Après, je pense aussi que la démarche d'écrire un article universitaire avec tout un concept, tout un champ conceptuel tiré des sciences politiques, de l'anthropologie, ça peut être impressionnant, ça peut paraître imbuvable, pour risquer le terme, mais on sait aussi avoir un discours beaucoup plus audible et compréhensible et avec qui puisse permettre une discussion, parce que c'est sûr que si vous commencez une réunion en alignant tous ces mots les uns à la suite des autres, le dialogue va être difficile, quels que soient vos interlocuteurs en face, à moins d'avoir vraiment juste des universitaires qui aient fait 250 années d'études, ça va devenir un peu lourd. Parce qu'il faut juste être habitué à la fréquentation de ces concepts, en fait. Je pense que la question que vous posez, elle touche, en fait, à des débats qui animent, en fait, les sciences sociales, de savoir est-ce qu'on fait de la recherche, est-ce qu'on fait de la recherche-action, qu'est-ce qu'on fait.
Déjà, la première chose, c'est de rappeler un concept qui ressemble un peu à un gros mot, mais qui en fait est assez simple à comprendre, qui est tiré de Weber, en fait, qui s'appelle la neutralité axiologique. La neutralité axiologique, ça veut juste dire qu'on n'est pas là pour porter un jugement de valeur. À aucun moment, je vais me permettre de dire que ce que fait l'État camerounais, c'est bien ou mal, que ce que font les ONG, c'est bien ou mal, que les réfugiés sont des victimes d'un gros système international qui les exploite. Non, moi, je suis pas là pour ça. Et un chercheur, il n'est pas là pour ça. Le travail d'un chercheur, c'est de rendre intelligible, ça veut dire d'expliquer des ressorts dans les systèmes sociaux, de même qu'un chercheur en sciences va aller expliquer comment l'ADN se réplique. Et ben, au lieu, il y a des mécanismes pour ça. Et ben, dans n'importe quelle société, il y a aussi des mécanismes. Et donc, des acteurs internationaux, les Nations Unies, les ONG, qui viennent apporter de l'aide aux réfugiés, c'est pas juste un sac de riz ou des frais de scolarité qu'on apporte. Il y a des mécanismes sociaux et politiques qui sont liés à ça. Et ça a des effets sociaux et politiques pour les sociétés, pour les Camerounais, des villages dans lesquels ces réfugiés se trouvent. C'est ça, en fait, que je fais. Ni plus ni moins. Et donc de même qu'il y a des gros mots que vont utiliser les biologistes ou les biophysiciens lorsqu'ils vont parler de réplication de l'ADN, eh ben, il y a des gros mots qu'on utilise en sciences sociales pour décrire ces effets-là, en fait, dans les sociétés d'origine. Maintenant, rendre intelligibles et compréhensibles ces effets sociaux, politiques, étatiques, ça peut effectivement avoir des impacts en termes de décisions prises par les Nations Unies, par le gouvernement, par les sociétés d'accueil. Mais là, c'est pas ma responsabilité. C'est-à-dire qu'encore une fois, je suis sur un travail de neutralité axiologique. Je dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis juste voilà ce qui se passe. Après, si de ce voilà ce qui se passe, certains veulent aligner, ajuster leurs approches, leurs décisions, leurs actions, là, ça ne dépend pas de moi en fait. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que certains chercheurs peuvent faire le choix de l'engagement. Mais ça, c'est deux choses différentes. On peut faire le choix de cette neutralité axiologique et en même temps, à côté, faire un choix d'engagement. Et c'est par exemple des questions qui se posent lorsque moi je suis sur un double statut. À la fois, je vais être dans cette démarche de recherche avec la neutralité qu'elle suppose et en même temps, pour mes terrains de recherche, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de l'ethnographie de l'intérieur. Alors, pareil, c'est des grands mots à plusieurs syllabes pour simplement dire une chose. Je travaille sur les acteurs de l'aide internationale, par exemple une ONG. Ben, pour comprendre la façon dont l'ONG intervient, je vais travailler dans l'ONG, à l'intérieur de cette ONG, pour comprendre ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire que je suis une espion, infiltrée, qui va aller faire des papiers en dénonçant qu'il y a eu ça. Non, je suis juste là pour comprendre des mécanismes que de l'extérieur, vous ne pouvez pas forcément bien comprendre. Mais du coup, ce double statut peut m'amener, à certains moments, parce que justement, à côté de ça, j'ai ma démarche de chercheur qui travaille, qui réfléchit, qui étudie la façon dont ces mécanismes sociaux jouent. Bah, je peux être amenée à dire à l'ONG, bon, vous savez, il y a telle et telle chose que vous voulez faire, mais ça impacte tel et tel mécanisme sociaux. Peut-être qu'on pourrait plutôt faire comme ça. Mais à aucun moment, ça veut dire que j'annonce d'entrée à la structure qui m'emploie que je suis anthropologue, que je travaille sur ces questions-là. Et que du coup, ce statut d'anthropologue peut m'amener à avoir une expertise qui est la mienne. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de comment on peut à la fois être dans la recherche de façon neutre et en même temps, de cette recherche-là, tirer certains enseignements qui peuvent peut-être orienter, conseiller un poste qui est celui d'un employé d'ONG internationale. Mais c'est un double positionnement qui parfois n'est pas évident à tenir. Maintenir cette neutralité, voilà. Et on est un peu des funambules parfois, et c'est important de toujours bien prendre le temps de réfléchir à ce positionnement-là pour éviter de glisser de ce fil sur lequel on avance. Est-ce que vos aînés, par exemple Saint-Claude Lévi-Strauss, par leurs travaux, vous aident à vous placer aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, tiens, lui ou eux ont fait comme ci, comme ça, au sein des peuples qu'ils ont pu visiter? Est-ce que c'est un positionnement dont on peut tirer aujourd'hui expérience? Alors déjà, l'anthropologie qu'on pratique en 2021, elle essaye justement de se départir de ce discours, de dire on va étudier des peuples. Parce que déjà, voilà. Au-delà du langage, je pensais juste au choix que lui, par exemple, a fait de se rendre au sein d'un peuple particulier, par exemple les Bororo, et de vivre longtemps, un certain temps quand même, au sein d'eux pour se faire un petit peu l'un des leurs, si j'ose le terme, pour essayer de comprendre.
Est-ce que c'est un petit peu cette approche que vous défendez? C'est le principe même de l'anthropologie. C'est-à-dire que, alors, à ceci près qu'on n'est jamais un des leurs. Comme je vous le disais, on restera même, je veux dire, même les gens qui vous diront ça fait 40 ans que j'habite avec eux, donc je fais partie des leurs, vous resterez toujours quand même un peu l'étranger. Et je pense que c'est important d'avoir cette humilité-là dès le début, de reconnaître que même s'il y a plein de signes qui vous diront qu'on vous a adopté, même en étant adopté, vous resterez quand même l'étranger qu'on a adopté, quoi qu'il en soit. Oui. Le principe même de l'anthropologie, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on passe beaucoup de temps justement avec les milieux sociaux auxquels on s'intéresse. Maintenant, si vous voulez, vous citiez l'exemple des Bororo, comme un peuple qu'on étudierait. Alors, je vais mettre plein de guillemets sur ces expressions parce qu'elles sont très maladroites et on pourra en discuter longtemps, mais pour le dire de façon aussi crue, dans ce cas-là, le peuple que moi j'étudie, ce sont les Nations Unies, les humanitaires en fait. Donc forcément, oui, je vais passer du temps avec eux, mais je vais aussi passer du temps avec ceux qu'on appelle dans le jargon de l'aide internationale leurs bénéficiaires, c'est-à-dire les individus, les groupes sociaux qui sont supposés bénéficier de ces projets d'aide. Et c'est ce double travail en fait d'être à la fois du côté des humanitaires, si je peux me permettre ce terme pour aller vite, et en même temps de leurs supposés bénéficiaires, c'est d'être capable de croiser cette double lecture, les points de vue des deux, qui permet de comprendre beaucoup de choses en fait. Et ça ne peut marcher que si on passe beaucoup de temps en fait à les fréquenter, à essayer de comprendre ce qui se joue, comme je disais tout à l'heure. Alors dans cet article, un des paragraphes s'intitule « Récupération par l'État de services produits par les acteurs de l'aide ». Donc là, il est question du devenir des services qui sont mis en place par des ONG. Alors je me suis posé cette question, c'est vrai qu'il y a des charges à prévoir, parler de salaire, il y a des normes à respecter. Alors justement, ces récupérations par l'État, je me suis posé cette question, est-ce qu'elles sont parfois souhaitées, que les ONG parfois y aspirent ardemment, ou au contraire, parfois, faut vraiment agir avec beaucoup de prudence dans un contexte qui peut être difficile, je ne sais pas, où les ONG parfois peuvent se dire aussi non, on va nous déposséder de ce qu'on a mis en place, ou au contraire, passer un certain temps, essaye-t-elle de bousculer l'État en disant en gros, c'est à vous de reprendre le relais, bougez-vous. Ce sont ce genre de questions auxquelles vous étiez confrontés? Alors là encore, il y a beaucoup de questions d'une seule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le discours que moi, là, je tiens, il concerne un cas très particulier, c'est-à-dire les interventions d'aide aux réfugiés dans le contexte camerounais et sur la question des réfugiés centrafricains, parce qu'il y a des réfugiés d'autres pays au Cameroun, et puis il y a d'autres réfugiés dans d'autres pays africains que je ne connais pas, et donc au sujet desquels je ne me permettrai pas de glisser un seul mot, parce que justement je ne les connais pas. Dans le cas très précis des opérations, et donc c'est pas l'aide internationale en général, donc ce que j'explique là ne pourrait pas s'appliquer à un projet d'aide au développement en Birmanie par exemple. Là, encore une fois, ça n'a rien à voir. Donc sur ce cas très particulier, pour le dire concrètement, c'est-à-dire quoi, récupération de services produits en dehors de l'État. Bon, on est au Cameroun, à la frontière avec la Centrafrique, qui est le pays voisin. Il y a une guerre civile en Centrafrique et des populations traversent la frontière pour venir se réfugier au Cameroun. Afflux de réfugiés, donc il y a des ONG et des systèmes des Nations Unies, comme le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui décident de déployer des équipes, des bureaux, des projets dans cette zone-là, frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique, pour aider les réfugiés. Donc au départ, la première aide à laquelle on pense, c'est on va venir leur distribuer de quoi manger et puis soigner des blessés s'il y a eu des blessés. Sauf que au bout de 3 semaines, 1 mois, 6 mois, les réfugiés sont toujours là, donc qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, ils sont là, ils jouent dans la cour, on va peut-être les envoyer à l'école. Donc le problème, c'est que les écoles de ces villages frontaliers n'ont pas la place d'accueillir tous ces enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être construire des salles de classe. D'accord, on a construit une salle de classe. Sauf que nous, on est une ONG d'urgence. Donc, au moment où l'urgence s'en va, que les réfugiés soient là ou ne soient plus là, parce que souvent, on pense réfugié, c'est temporaire. La moyenne qu'un réfugié passe dans son pays d'accueil, on est à plusieurs dizaines d'années. Alors, ça varie suivant les pays et les continents, mais ça peut aller jusqu'à entre 12 et 25 ans en moyenne. Donc, le temporaire, il est moyennement temporaire. Mais vous comprenez bien que si on explique aux donateurs, par exemple, qui vont se mobiliser pour une situation d'urgence, votre urgence, elle va durer 12 ans, il va vous dire, c'est plus de l'urgence, là, non. Et puis alors, en plus, dans les schémas qu'on peut avoir, l'humanitaire, c'est immédiat, et puis dès qu'on commence à passer sur du temps long, là, c'est du développement. Donc, c'est plus les mêmes acteurs, c'est plus la même logique de donation, etc.
Sauf que donc, on en revient à nos réfugiés qui sont là à la frontière, donc on envoie les enfants à l'école. Et puis les enfants, parfois, ils attrapent le paludisme, ou peut-être la fièvre typhoïde, donc il faut bien les soigner. Sauf qu'il se trouve que dans cette zone-là, il y avait juste une petite cellule médicale, mais il n'y a pas vraiment d'hôpital. Donc pour soigner ces réfugiés, on va construire un hôpital. Oui, mais construire un hôpital, c'est du développement. Oui. Non, c'est aider les réfugiés. Donc voilà, autant d'exemples très concrets qui font que apporter une aide aux réfugiés, ça amène en fait à créer des services éducatifs, Oui. des services médicaux qui, si vous vous placez d'un point de vue extérieur, si je vous dis qui construit des écoles sur un territoire étatique, vous allez me dire plutôt l'État, le gouvernement, le ministère de l'Éducation. Bon, là je vous dis que non. C'est des organismes internationaux, une ONG internationale, les Nations Unies, donc qui n'ont rien à voir avec l'État camerounais, qui viennent construire des hôpitaux ou des écoles. Et puis le jour où ces ONG d'urgence décident de s'en aller, qu'est-ce qu'on fait de ces salles de classe? Parce qu'une salle de classe, on l'a construite, c'est bien, mais il faut l'entretenir, parce que si vous ne l'entretenez pas, elle pourrit, elle se délite, et donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est la question de qu'est-ce qu'on fait justement de ces salles de classe? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce que deviennent ces hôpitaux-là? Au départ, on a construit un hôpital, et puis les gens qui travaillaient dedans, c'était peut-être du personnel payé par les ONG. Oui. Le jour où l'ONG s'en va, comment on fait pour que cet hôpital ne ferme pas et continue à apporter des soins? Il y a plusieurs options possibles. Une des options, parmi d'autres, serait peut-être de dire soit l'ONG s'en va, et dans ce cas-là, elle dit « moi, j'étais là pour l'urgence, ce qui arrive derrière l'urgence, c'est pas mon affaire Oui. ». Il y en a qui le font, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, je dis que c'est les politiques de certaines ONG d'urgence, parce qu'elles sont justement, leur corps de métier, c'est l'urgence. Donc ce qui advient après l'urgence, ça ne relève pas de leur juridiction. Il y a d'autres ONG qui sont dans le post-urgence, relèvement, réhabilitation, ça a plein de mots parce que c'est très jargonneux là aussi, qui vont dire bon, nous on vient à la fois continuer, faire en sorte que cet hôpital ne ferme pas, mais on va pas rester là non plus pendant 50 ans, donc on va peut-être se tourner vers le ministère de la Santé en disant bon, est-ce que vous voudriez pas prendre le relais? Le ministère de la Santé va vous dire quoi? Moi, il n'y a pas de problème. Simplement, je n'ai pas le budget pour pouvoir payer ces médecins, ces infirmières, etc. Et on est dans des zones tellement pauvres que ne demandez pas aux populations de payer pour des frais médicaux. Ça, c'est pas possible. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donner de l'argent à un ministère pour lui permettre de payer ses travailleurs sociaux ou médicaux, là, c'est pas le travail des ONG. Non. C'est peut-être le travail des organisations internationales. Mais oui, mais donner de l'argent à un gouvernement, des ministères, là, c'est le développement. Donc vous voyez comment au final tout ça est lié. Donc de se dire que dans l'urgence, c'est les humanitaires et puis le développement, tout ça est très compliqué. Et donc c'est d'essayer de tirer tous ces fils pour essayer d'y voir un peu plus clair. En fait, c'est ça que font ou qu'essayent de faire les anthropologues qui travaillent sur l'aide internationale. Et donc tout à l'heure, vous me demandiez, est-ce que vous appuyez sur les travaux d'autres anthropologues vous aident? Alors, pour être très honnête, les travaux de Lévi-Strauss, là, dans ce cas immédiat, pas vraiment. Maintenant, il y a énormément de... Moi, je suis encore un apprenti chercheur. Je suis très jeune et je suis vraiment au début de cette démarche de recherche et j'apprends à faire de la recherche. Mais il y a des chercheurs brillantissimes qui ont fait des choses passionnantes sur justement ces dynamiques d'aide internationale, qu'est-ce qui se passe entre le développement, l'humanitaire, l'aide aux réfugiés. Et tout ça, en même temps, il y a des chercheurs qui font un travail passionnant et en même temps, cette aide aujourd'hui, là, cette aide aux réfugiés, tous les jours, elle est modifiée. Et donc, on travaille sur quelque chose qui est en mouvance en permanence. Et donc, la démarche qui est la nôtre, en tant que chercheur, elle doit s'adapter aussi à ces mouvements et ces transformations qui se passent dans les milieux sociaux sur lesquels on travaille. Et donc, ça, c'est passionnant. Et j'ai la chance, justement, de pouvoir m'appuyer sur les travaux de collègues qui sont brillants, qui sont passionnants et qui me permettent de mieux comprendre les réalités sur lesquelles moi, je travaille. Parce que, par contre, il est vrai que les réfugiés centrafricains à l'Est Cameroun, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont travaillé, qui travaillent là-dessus. Je ne suis pas toute seule, je vous rassure, mais on n'est pas non plus 250. Et donc, du coup, on a aussi cette force de pouvoir s'appuyer sur des travaux que d'autres chercheurs dans d'autres zones, mais qui entrent en résonance avec les réalités qu'on étudie et qui, du coup, nous permettent de co-construire la recherche. On vous sent tout à fait passionné. Alors maintenant, vers quoi vont s'orienter vos travaux futurs, s'il est possible d'en parler? Oui, donc je me suis intéressée au cas camerounais sur cette question très spécifique des réfugiés centrafricains qui arrivent dans un département rural et frontalier. Ça, c'était mes premières recherches. Et puis, ça m'a amenée à me rendre compte que c'était une thématique qui était très très large, qui touchait à des problématiques qui allaient bien au-delà de juste l'aide internationale aux réfugiés, comme je viens de vous montrer là. Ça a trait à des relations avec les services étatiques, avec le gouvernement, etc. Et donc, actuellement, je travaille en fait de façon plus globale sur ce qu'on appelle en fait le nexus humanitaire, développement et paix.
Alors c'est un grand truc dont les Nations Unies ont accouché récemment. Les Nations Unies aiment beaucoup les grands concepts, les grandes politiques d'aide, etc. Et donc actuellement, c'est ce qu'ils appellent ce triple nexus. Et donc l'idée, c'est en fait de faire travailler ensemble les acteurs humanitaires, les acteurs de développement et les acteurs de promotion de la paix pour, deux points, ouvrez les guillemets, trouver des solutions durables aux situations de déplacement forcé. Ça, c'est des choses qui sont mises en place à l'échelle du pays, auxquelles je m'intéresse et sur lesquelles j'essaye de travailler. Je ne suis pas en mesure de vous en parler encore parce que c'est un travail en cours, mais c'est tout à fait passionnant en effet. Eh bien, on le sent et nous sommes arrivés au terme de cette émission, donc je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne continuation pour ces travaux à venir du coup. Merci. Merci beaucoup.